Voilà, merci beaucoup pour l'invitation, pour l'organisation et merci d'être là parce que c'est votre présence qui permet d'engager un débat et c'est peut-être ce qu'il y a de plus important sur ces questions qui sont des questions complexes et peut-être ce qui nous manque ou nous a manqué aussi en tout ce temps de pandémie et ce qui est fort parfois mis en avant, c'est le fait qu'on décide sur notre dos sans nous donner la possibilité d'en débattre. Et donc, justement, il est question de la liberté. Donc, je vais vous présenter un petit propos qui est juste pour planter les décors. J'essaie d'être rapide et j'espère clair tout en étant rapide sur trois questions qui me semblent trois questions complexes et qu'il faut débattre et développer, mais trois questions centrales pour pouvoir introduire la question de la vaccination et toute la question scientifique. Alors, liberté individuelle versus obligation vaccinale, on en a beaucoup entendu parler, il y a eu beaucoup de débats, mais finalement, encore récemment à la radio, j'entendais Béatrice Delvaux qui disait « J'aimerais bien que le philosophe Bertrand Haine, qui est en fait un journaliste de la RTBF, nous fasse un topo, une chronique sur la liberté, parce que c'est quoi être libre ?» Et peut-être là, il y a déjà quelque chose à débattre et peut-être à approfondir. Et puis, est-ce que le fait d'être libre implique oui ou non une responsabilité? Et si oui, laquelle? Et pourquoi éventuellement la liberté impliquerait une responsabilité? Et alors, peut-être si on a le temps, essayer de décortiquer cette question. Est-ce que le fait de nous obliger, ici c'est l'obligation vaccinale qui pourrait éventuellement être mise sur les tapis pour certaines catégories ou pour tous, est-ce que le fait d'être obligé limite notre liberté? Voilà ces trois questions rapidement auxquelles je voudrais m'atteler. Alors la première question, liberté individuelle versus obligation vaccinale. Premier point qui me semble important à souligner, c'est que la liberté est un bien précieux. Et sur ce bien précieux, c'est ce qui nous définit au plus en tant que vivants humains. C'est que nous sommes libres. Et j'y reviendrai lorsque je me poserai plus la question, mais être libre, c'est quoi? Donc il faut absolument, et ça c'est très important, que nous veillions à protéger notre liberté d'exister, de nous exprimer, notre liberté de choix. Donc sur le fait de la liberté, il n'y a pas de discussion à avoir, c'est un bien précieux. Nos ancêtres se sont battus pour que nous soyons libres et nous devons veiller à cette liberté comme à la prunelle de nos yeux. Ça c'est le premier point pour planter les décors. Alors, il y a eu beaucoup de questions et de débats lors de la crise sanitaire parce que nous avons eu l'impression que beaucoup de ce qui était mis en place, des mesures qui étaient mises en place, nous privaient de notre liberté. Et il y a eu beaucoup de débats en France, notamment, et aussi dans le cadre du monde philosophique, des philosophes, pour dire que finalement, cet autoritarisme de gouvernement et des États nous privait de notre liberté et qui mettait en crise ce qu'il y a aussi de plus précieux dans notre civilisation, à savoir notre démocratie. C'est le cas, par exemple, de Barbara Stiegler, qui a écrit un petit tract de la démocratie en pandémie. Barbara Stiegler sera à Namur le 26 octobre pour une conférence, donc peut-être ça vaut la peine de venir l'entendre. Elle a prononcé haut et fort des mots pour condamner cette forme de privation de nos libertés. Mais la question peut-être vaut la peine d'être posée. Est-ce que la situation ou la crise démocratique face à laquelle la pandémie nous a exposés, disons, est-elle due à la pandémie, à la réaction à la pandémie, ou la pandémie n'a fait que mettre en avant un problème plus fondamental et plus réel, qui peut-être, parce que de fait, on était déjà dans cette crise sans s'en rendre compte, peut-être une crise qui est même due à notre manière de concevoir la liberté. Paradoxalement, ça pourrait être ainsi. Alors, venons-en à ce qu'est être libre. Comment est-ce qu'on peut penser notre liberté? Alors souvent, la manière la plus courante avec laquelle nous pensons à notre liberté, c'est l'indépendance. Nous sommes libres parce que nous pouvons faire ce que nous voulons faire. Comme la possibilité donc de faire ce qu'on veut suivant ce qu'on ressent bon pour nous.
Et cela indépendamment du contexte dans lequel nous nous trouvons, et donc indépendamment des autres, une sorte d'indépendance absolue. Souvent, on pense la liberté comme cette indépendance. Et donc, c'est de là que vient l'expression liberté individuelle contrée. Est-ce que la liberté individuelle, est-ce que cet individu indépendant existe réellement ou est-il une construction de l'esprit? Si on pense à nous-mêmes, est-ce que nous sommes véritablement libres lorsque nous pouvons nous dire indépendants de tout ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes? Au fond, si on réfléchit, peut-être qu'on peut penser cette liberté individuelle ou cette liberté comme indépendance absolue comme une construction de l'esprit et pas comme une réalité. Alors, si on considère que cette liberté individuelle est une construction de l'esprit, est-ce que pour autant nous pouvons dire sommes-nous libres ou pas? Alors, ça veut dire que la liberté est quelque chose de fictif. Elle aussi serait une sorte de construction de l'esprit. Eh bien, la question se pose, qu'est-ce qu'être libre alors? Et ça, c'est peut-être le cœur de mon propos. Pour moi, donc ça c'est ma position et c'est à discuter, les humains, nous en tant que vivants humains, nous sommes libres parce que, à la différence des autres vivants, qui ont aussi des capacités représentatives, on pourrait dire donc intellectives, ont des capacités sensorielles, ont des capacités peut-être pour certains aspects même supérieurs aux nôtres, mais la liberté nous appartient d'une certaine manière en tant qu'humains parce que nous sommes capables de ne pas être conditionnés par les processus naturels dans lesquels pourtant nous sommes inscrits en tant que vivants. Et donc, la liberté n'est pas notre indépendance, mais notre capacité de nous rendre, de dépasser d'une certaine manière tout ce qui nous contraint d'une manière ou d'une autre, que ce soit physiologiquement, que ce soit psychologiquement, que ce soit affectivement. Nous pouvons surmonter tout ce qui peut nous contraindre, y compris nos propres passions, nos propres désirs. Nous pouvons aller à l'encontre et dépasser tout ce qui nous contraint. Et c'est cela qu'on appelle une liberté et aussi une autonomie. Donc nous pouvons être notre propre loi à nous-mêmes, donc nous pouvons nous diriger vers une visée ou enfin une fin que nous choisissons nous-mêmes. Notre vie n'est pas déterminée ou prédéterminée par des contraintes, mais nous pouvons choisir, diriger d'une certaine manière les processus vitaux qui nous animent pourtant, qui nous conditionnent vers une fin que nous avons choisie. C'est ça, être libre, c'est ça, être autonome. Et c'est pour ça, deuxième point, que la liberté peut-être implique une responsabilité. Parce que cette liberté ne peut pas s'exercer d'abord sans l'usage d'un discernement. Nous sommes libres parce que nous sommes des êtres, des raisons, des capacités de discernement. Notre liberté est connectée à notre raison et c'est justement cela, ce discernement, qui nous permet de dépasser les conditionnements intérieurs et extérieurs qui pourraient nous assujettir. Et donc, on voit là que notre liberté a d'abord des limites, et puis que notre liberté aussi a une responsabilité dans la mesure où elle doit répondre à toute une série d'éléments qui sont extérieurs à nous et duquel nous sommes dépendants. Et donc, comment comprendre les liens entre liberté et responsabilité? C'est que ces discernements accompagnent chacun de nos actes libres, ces discernements qui accompagnent chacun de nos actes libres portent à la fois sur l'objet de notre désir, sur ce que nous voulons choisir, et aussi sur les contextes dans lesquels nous voulons choisir. Alors, j'ai pris deux exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple du pompier. J'ai un ami pompier et je l'aime beaucoup. Et un jour, il me disait, moi, j'ai vraiment peur quand je suis face à un feu de cave. Parce que là, je sais, ou bien quand il y a des explosions de gaz, parce que là, je sais que je risque ma vie. Et pourtant, je sais aussi que je dois aller sauver les gens qui dépendent de moi, parce que j'ai l'expertise pour le faire, parce que je suis appelée, parce que c'est mon métier, parce que c'est ma passion. Et donc, ça fait réfléchir. Voilà la liberté et la responsabilité. Voilà les limites de la liberté. Bien sûr que ce pompier qui a 2 enfants,
qui a une femme, qu'il aime beaucoup, qui a une vie pleine, qui aime la vie, qui est passionné. Bien sûr qu'il aime conserver son existence, mais il est aussi conscient qu'il est là et que sa liberté ne peut pas s'exercer s'il n'arrive pas à vaincre sa peur de perdre la vie dans une circonstance, ou de risquer sa vie dans une circonstance, il doit aider son prochain. Parce que sa liberté est liée à cette responsabilité qu'il a assumée lorsqu'il a choisi de faire ce qu'il fait. Et donc, je dirais que c'est un acte de liberté, c'est la capacité qu'il a, et il est vraiment libre parce qu'il a cette capacité de surmonter sa peur de risquer sa vie. Et il le fait. Ce n'est pas que la peur disparaît, mais il le fait. Et ça l'invite, par exemple, à multiplier les entraînements pour ne pas être mal pris lors des situations pareilles. Alors, si on va dans l'exemple du vaccin, et puis je laisse la parole au docteur Henrion, là aussi, on voit bien que la question du vaccin nous expose aussi à cette responsabilité. Alors, nous pouvons nous poser la question, est-ce que si je décide de ne pas me faire vacciner, je suis vraiment libre? Est-ce que vraiment c'est un acte de liberté si on considère la liberté en lien avec cette responsabilité vis-à-vis de notre entourage, de l'environnement, des personnes dont on a la charge? Je suis enseignante, j'ai la charge des étudiants, je suis personnel de santé, j'ai la charge des malades, j'ai des personnes âgées que je dois soigner dans mon entourage. Est-ce que, voilà l'exemple, et je ne réponds pas à la question, mais quand est-ce que je suis vraiment libre dans cette décision? Est-ce que je suis libre quand je dis je veux faire ce que je veux, ou bien je suis libre lorsque, après discernement, j'ai tenu compte du contexte, je me suis renseignée sur les avantages, oui ou non, du vaccin, et j'ai pu répondre librement à cette question en surmontant ce qui pourrait être des contraintes internes, ma peur, ma rage contre la classe politique qui n'est pas capable d'organiser la gestion de la pandémie, et ainsi de suite. Quand est-ce que je suis vraiment libre? Lorsque je dis je ne veux pas me faire vacciner. Est-ce que dire je ne veux pas me faire vacciner égale exercer sa liberté de choix? Eh bien, peut-être qu'il faut remettre en question cette équation. Et donc, je termine sur l'obligation vaccinale. C'est peut-être un peu plus compliqué, et peut-être que je vais laisser éventuellement, si ça vous intéresse, le développement à une éventuelle réponse à la question. Est-ce que je suis moins libre si on m'oblige? Est-ce que l'obligation est une contrainte à la liberté? Eh bien, ma réponse est non. L'obligation n'est pas une contrainte à la liberté, l'obligation est même là pour solliciter la liberté et l'orienter véritablement vers la visée qu'elle veut choisir. Si on pense la liberté non comme indépendance, mais comme la capacité de poursuivre une visée par-delà toute contrainte, alors l'obligation peut être même comme les garde-fous sur les chemins pour éviter de tomber dans les ravins. L'obligation peut être cela. Mais bien sûr, cette obligation doit être déclinée dans un contexte et, je fais bref et je termine, doit être aussi accompagnée par des lois. Or, dans une société démocratique, les lois ne sont pas déterminées par la tête pensante de l'un ou de l'autre, un peu comme on a fait en toute urgence aujourd'hui, mais sont aussi discutées dans ce qui est l'Assemblée populaire, qui est en Belgique, est le Parlement. Ça pourrait être plus large et faire intervenir des citoyens dans la discussion, on pourrait. Mais donc, je veux dire, effectivement, là, il y a eu un manquement, à mon avis, au niveau sociétal, de ce manque de débat. Et même, je dirais, mais ça, c'est mon opinion, je termine sur ça, même si je prends position, que parfois, le pass sanitaire escamote ces débats. Et donc, c'est dommage qu'on avance la question du pass sanitaire parce qu'on a peut-être moins le courage d'intervenir en profondeur sur un débat à propos de l'obligation. Mais obliger ne veut pas dire contraindre la liberté nécessairement. Et donc, je laisse la parole à mon collègue qui va, lui, peut-être décliner tout cela avec ses explications, parce que pour être libre, il faut aussi coller aux faits et pouvoir discerner en tenant compte de la théorie et des faits et pouvoir mettre ensemble les deux choses. Donc, il est très important qu'on puisse coller aux faits.
Merci beaucoup, c'était évidemment très intéressant et je ne peux évidemment qu'abonder dans le même sens des deux mots clés qui sont liberté et responsabilité. Alors effectivement, pour donner peut-être un éclairage un peu scientifique, je prends ma casquette de médecin généraliste qui a cet avantage de peut-être capter toute une série d'informations qui nous sont délivrées, puisque en fait la surinformation tue un peu l'information, et d'essayer de faire un petit peu la part des choses. Alors ici, je vous ai simplement pris quelques graphiques de Scientiano qui, je pense, je peux pointer. Ouais. Voilà. Donc, sur l'ordinateur. Oh, je peux pointer sur l'ordinateur, on voit. Ah oui, ok, je vais faire comme ça. Le petit. Ouais, très bien. Donc, première partie, c'est le nombre de cas confirmés dans cette pandémie en Belgique. Ici, nous avons le nombre de nouvelles admissions, les patients en unité de soins intensifs et puis le nombre de décès. Alors, très rapidement, vous connaissez évidemment les pics qu'on a connus l'année dernière de la deuxième vague de cas dépistés. Au mois d'avril, lors de la première vague, on n'en dépistait presque pas puisque nous n'avions pas de test. Et puis, nous avions la troisième vague qui était mars-avril de l'année passée, avec la situation qui date d'il y a quelques jours. On voit une petite recrudescence du nombre de nouveaux cas de Covid. Bon, ça, on a compris. Ce que je voulais m'attarder, c'est sur les soins intensifs. En fait, tout le débat se concentre sur nos libertés individuelles, et vous savez que le confinement est par définition, évidemment, quelque chose qui nous contraint, et c'est la dernière chose auquel il faut aboutir. Or, le goulot d'étranglement, il se situe au niveau des soins intensifs, puisque la logique, et elle est bonne, je pense, des autorités, c'est de limiter les interactions sociales quand on n'est plus capable d'admettre des gens aux soins intensifs. Et donc, si nous avions un pic de patients aux soins intensifs en avril, un deuxième pic qui a été terrible au mois d'octobre-novembre 2020, un quatrième pic au mois de mars-avril, nous voyons que malheureusement, nous avons une remontée assez importante, qui est fort disparate évidemment d'une région à l'autre de ce pays, mais une remontée. Le souci, c'est que la capacité hospitalière, le nombre de lits de soins intensifs, au mois d'octobre, il était de 200% des capacités. Donc ça a été difficile de trouver des respirateurs pour équiper nos services de soins intensifs, mais mes collègues intensivistes l'ont fait. Actuellement, cette capacité qui était doublée de lits de soins intensifs, elle n'est pas de 200%, elle n'est pas de 100%, elle est moins de 100%. Et donc le danger qui nous guette, là maintenant, c'est d'avoir une saturation, même avec un pic de patients admis aux soins intensifs, qui n'est pas si important que ça. Et la réponse elle est très simple. Pourquoi ces lits ne sont pas disponibles? C'est parce que le personnel est parti. Petite remarque, depuis qu'on vaccine, malgré l'augmentation des admissions, on voit que la courbe des décès reste très très faible. Il faut savoir que le virus du Covid, c'est un virus qui est saisonnier et donc on ne va pas être étonné de le retrouver prochainement de nouveau dans l'actualité, même si ça ne nous a pas beaucoup quittés. Je voulais attirer l'attention sur ceci, c'est que l'écologie du virus Covid change un petit peu et je voulais attirer l'attention sur les tranches d'âge 20-39 ans qui se retrouvent à l'hôpital à cause du Covid. Eh bien, c'est la seconde tranche d'âge la plus représentée à l'hôpital après les 40-59 ans. Donc nous avons des gens jeunes, avec beaucoup moins de comorbidités, qui se retrouvent à l'hôpital et singulièrement aux soins intensifs. Pourquoi? Eh bien parce que les gens plus âgés sont soit décédés, parce que ça c'est la réalité, soit vaccinés. Et ceci, c'est la pyramide des âges en Belgique, où vous voyez en vert foncé les gens vaccinés, vert clair, c'est les gens qui sont en cours de vaccination, et en grisâtre, les gens non vaccinés. Et le virus, c'est excessivement bête. Pour exister, il ne doit faire qu'une chose, c'est de se multiplier et de trouver des nouveaux hôtes. Et donc, naturellement, il va se retrouver chez les gens plus jeunes.
Et on sait que si ce virus est moins dangereux chez les jeunes, s'il touche un grand nombre de personnes, eh bien, si vous avez 1% de gens qui vont se retrouver aux soins intensifs, sur un grand nombre de gens, il va y en avoir, et ce sont des gens jeunes. C'est ce que j'expliquais avec la capacité de soins intensifs. Le graphique est un peu particulier, mais c'était ceci. Donc la capacité de soins intensifs classique, elle est ici, et la phase maximale de lits de soins intensifs qui avait été atteinte, et celle-là, elle ne sera plus jamais à ce niveau-là. Elle va être probablement dans cette zone-ci, et donc il ne faut pas qu'on monte trop loin. Et donc je rebondis, si nous avons une liberté, il faut évidemment la protéger et, par exemple, garantir que tout à chacun puisse avoir un lit de soins intensifs s'il attrape le Covid. Qui va-t-on mettre, si on sature les soins intensifs, au respirateur? Est-ce qu'on va mettre la vieille mamie de 75 ans vaccinée, ou est-ce qu'on va mettre un jeune qui a toute la vie devant lui non vacciné? Alors, je termine vite avec encore 2-3 dias. Ceci, c'est des modèles. Ça vaut ce que ça vaut. C'est fait par Nicolas Franco, qui travaille ici à l'université, entre autres. Et ces modèles ne se sont jamais trompés. Donc, on sait exactement ce qui va se passer. C'est qu'en octobre-novembre, nous allons connaître une recrudescence de l'épidémie de Covid. Il ne faut pas nous prendre à froid. Alors, c'est un modèle, il y en a d'autres, mais je vous passe en détail, mais la ligne verte, c'est la ligne prévue du nombre de patients hospitalisés si nous reprenons des contacts comme en septembre de l'année passée. Et en rouge continu, c'est si nous reprenons des contacts sociaux comme avant l'épidémie du Covid, sans masque, des discothèques, des événements, des mariages, tout ce que vous voulez. Et ce qui est attendu, c'est quelque chose d'un peu intermédiaire, probablement de la même intensité qu'avril-mai. Donc un pic, on va en avoir, il ne faut pas nous faire croire que ça va aller. La solution, très clairement, ça reste les gestes barrières. Malheureusement, les Flamands ont fortement politisé la santé publique en disant parce qu'on est fort vacciné, nous allons devoir baisser le masque. Ce n'est pas vrai. Il faut continuer à tester. Ça, c'est plutôt pour le rôle des médecins, et il faut vacciner. La vaccination, il y a toujours évidemment deux bras, c'est l'efficacité et la sécurité. Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, la sécurité de ce vaccin, elle est très très bien établie. On a vacciné plus de 4 milliards maintenant de personnes dans le monde, 8 millions de Belges, et les effets secondaires, ils sont nettement moins importants qu'attendus, et il faut les mettre en comparaison, par exemple, au risque d'hospitalisation. Donc on a des effets secondaires de 0,3% des gens vaccinés, tout effet secondaire confondu, par rapport aux 2% par exemple d'hospitalisation en cas de Covid, c'est évidemment tout à fait dérisoire. Les décès, on peut en parler, oui, il y a 4 décès confirmés en Belgique actuellement. La mortalité du Covid, c'est 25 000 morts. Il faut quand même pouvoir comparer des pommes et des pommes et pas mettre en exergue continuellement des cas particuliers. On fait de la santé publique malgré tout. Les effets secondaires graves, ils sont rares. On n'a presque pas encore parlé du Guillain-Barré, ça va bientôt arriver. Les péricardites, les myocardites, on s'amuse à en parler. C'est vrai qu'ils sont plus importants chez les jeunes, par exemple, qu'on vaccine, mais ça reste non mortel et relativement peu important. L'efficacité, alors il y a 3 niveaux d'efficacité dans la vaccination contre le Covid. Ce sont les nouveaux cas, les charges hospitalières et le nombre de décès. Alors, l'incidence de nouveaux cas, je vais parler par exemple du vaccin Pfizer parce que c'est là qu'on a beaucoup de données. Sur le virus natif de Wuhan, on avait une efficacité de ce vaccin qui était de 96%. Donc 4% des gens vaccinés pouvaient malgré tout encore attraper le Covid. Et sur le variant Delta qui est quasiment, qui a complètement rempli la statistique, donc on est à 99,4% de variant Delta en Belgique, on a encore une efficacité toute forme confondue de Covid de 88%. Donc oui, 12% des gens vaccinés peuvent attraper le Covid. La question, est-ce qu'ils vont faire un Covid grave? Eh bien, à 96% des cas actuellement, on est protégé. Donc ce vaccin, il est terriblement efficace. Il n'existe pas de médicaments ou de vaccins aussi efficaces que ce vaccin. C'est un truc totalement dingue et je pense qu'il faut pouvoir mettre les choses un peu en perspective. Et d'ailleurs, les patients hospitalisés actuellement, on a à peu près, bon an mal an, 3 à 4% de gens vaccinés qui occupent des lits
d'hospitalisation. On a donc la grande majorité des gens qui saturent les hôpitaux sont des gens non vaccinés. Non vaccinés. Donc, c'était ce que je venais de dire. Sur les décès, on n'a pas toujours de données très évidentes, même si je vous ai montré au départ que la courbe des décès en Belgique ne monte pas, mais on a ceci qui peut aussi mettre un peu les choses en perspective. Donc nous avons des pays industrialisés pour lesquels il y a une vaccination qui est en cours, même si les données datent un petit peu du mois d'août. Vous avez en haut le nombre de cas de Covid et en bas, la courbe noire, nous avons la mortalité. Et vous voyez que lors des pics de Covid, par exemple au Royaume-Uni, c'est suivi de mortalité. À partir du moment où on vaccine en assuré, eh bien la mortalité chute. Les Pays-Bas, c'est pareil. En France, c'est pareil. La Belgique, c'est pareil. Et puis, je prends par exemple la Namibie, qui malheureusement est un pays qui n'a pas accès à la vaccination. Chaque fois qu'il y a un pic de Covid, il y a de la mortalité qui a été très importante cet été. On peut parler de la Tunisie, c'est tout à fait dramatique. Donc la vaccination, ne crachons pas dans la soupe, c'est une vaccination qui est excessivement efficace, qui protège des décès et qui a fait preuve de sa sécurité. Ce n'est pas sécure à 100%, mais comparons de grâce avec la maladie elle-même. Cerise sur le gâteau, la transmissibilité. Donc beaucoup de gens vous disent « je ne me fais pas vacciner, de toute façon ça ne sert à rien, je vais continuer à être porteur de la maladie ». Ce n'est pas vrai, vous diminuez de moitié. Et entre gens vaccinés, tant l'Agence européenne, tant la FDA américaine nous dit entre gens vaccinés, on ne doit plus porter de masque. Si tout le monde était vacciné dans un monde idéal, il n'y aurait plus de masques et de distanciation sociale. Alors, je m'amuse, c'était quelque chose que j'avais fait il y a déjà quasiment 1 an, c'est la théorie des tranches de fromage. Donc, c'est-à-dire que pour que le coronavirus nous atteigne, il y a toute une série de barrières qui vont empêcher le virus de nous atteindre. Et donc, par exemple, les gens disent « moi, je reste chez moi, donc de toute façon, je ne vais pas attraper le Covid ». Oui, vous allez faire vos courses, de temps en temps, vous voyez quand même votre femme de ménage. Et donc, de temps en temps, rester chez soi, il y a un trou dans la tranche de fromage qui va s'aligner avec le fait de ne pas porter un masque, le trou s'aligne, on ne sait pas laver les mains, on ne s'est pas fait tester alors qu'on toussait un petit peu, etc. On n'est pas vacciné, c'est la dernière tranche de fromage. Et bien, à un moment donné, on a un alignement malheureux de cette tranche de fromage qui fait que le coronavirus nous atteint. Et pour rappel, le coronavirus, ça tue entre 0,5 et 1% de la population. Et donc, la désinformation, c'est pour ça que je l'ai expliqué, c'était les petites souris qui, en plus, détruisaient cette tranche de fromage. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, par exemple, on voit bien que c'est quelque chose qui est très puissant sur les derniers hésitants actuellement. En fait, ils renforcent ce que Laura expliquait, c'est vraiment nos peurs primitives, et c'est pour ça qu'on est des êtres humains, c'est justement pour arriver à contrecarrer ces peurs primitives, et donc il faut faire appel à notre intelligence. Et je terminerai par ceci, vous qui êtes pour la plupart des étudiants, je pense que vous avez une responsabilité par rapport à la société qui est importante. C'est comme les soignants sont détenteurs d'un savoir et leur avis est, à mon sens, bien plus important que n'importe quel kidam qui passe dans la rue. Même chose pour un étudiant universitaire, il est détenteur d'un savoir, d'un esprit critique qui ne lui permet pas de venir colporter de fausses informations ou d'informations non vérifiées. Et donc, si vous avez des peurs, parce que vous êtes hésitant ou pas encore vacciné, de grâce, informez-vous, et c'est ça aussi votre responsabilité comme étudiant universitaire au sein de la société. Voilà, je vous remercie, et puis je pense qu'on est prêt à répondre aux questions. Oui, en attendant une question, je voulais dire que dans son tract, Barbara Stiegler, je ne suis pas d'accord avec elle surtout, mais sur une chose, je trouve ce tract vraiment très intéressant, c'est qu'elle dit « les universités sont des lieux de veille ». Et il faut vraiment que nous pensions le privilège, entre guillemets, que nous avons de vivre dans un lieu qui est un lieu qui nous éveille, et nous avons la responsabilité de garder cet éveil et peut-être de le faire
percoler à l'extérieur de nos auditoires, dans la société, afin que nous soyons des éveilleurs à notre tour. Alors je suis très, très heureux de cette double question parce que ça met en perspective les deux choses, c'est-à-dire choisir vaccination, choisir le virus. Les gens qui attendent, je me plais à leur répondre, mais vous n'attendez pas, vous avez choisi. Devant vous, comme je viens de l'expliquer, il y a un pic et vous avez deux voies. Vous avez le voie de la vaccination avec des effets secondaires qu'il ne faut pas nier, un risque de mortalité qu'il ne faut pas nier. Et de l'autre côté, vous avez le risque de la maladie, avec ces effets qui ne sont pas complètement connus non plus, puisque je vous rappelle par exemple le rhumatisme articulaire aigu, qui était donc des pharyngites à streptocoque, qui produisaient des toxines et qui ont abîmé toute une série de reins et de valves. Et demander à un chirurgien quand il remplace des valves, à mon avis, il faudrait voir les statistiques, 1 fois sur 2, c'est parce que ce sont des valves qui ont été attaquées à l'époque par le rhumatisme articulaire aigu. Rien ne nous dit, dans un sens ni dans l'autre, que le Covid ne donnera pas des séquelles à long terme. Exemple, la perte du goût et de l'odorat, on sait que c'est une atteinte neurologique qui nous dit que les gens qui sont atteints de Covid ne vont pas développer une sénilité précoce. Alors, je ne le raconte pas sur les réseaux sociaux, mais d'autres s'amusent à raconter, par exemple, sur les réseaux sociaux, que le vaccin pourrait peut-être donner des choses que nous ne savons pas non plus. Et donc, je pense, en tout esprit critique que nous sommes, nous devons peser le pour et le contre, les avantages et les inconvénients de chaque option. Et comme on l'a dit, on doit échapper à une peur primitive par rapport à une nouveauté qui est le vaccin, pour faire le bon choix. Personnellement, je pense que le bon choix, c'est évidemment le choix de la vaccination. Ça me paraît évident et je pense qu'il y a un consensus scientifique. Ce qui est malheureux, c'est que certains scientifiques ne sont pas d'accord, on peut l'entendre, mais leurs arguments sont évidemment très contestables. Voilà. Donc oui, il y a un risque, pour répondre à la première question, qu'il y ait des effets secondaires au long cours de la vaccination. Néanmoins, mis en perspective par rapport au risque immédiat de la maladie et de la responsabilité sociétale de ne pas se faire vacciner, je pense que ça ne vaut pas la peine. Et le risque en vaut. Alors, si on va mourir tous dans 2 ans à cause de la vaccination et de la puce qu'on nous a injectée, si on est tous vaccinés, on ne sera pas là pour se plaindre. Mon avis de médecin généraliste. Quand on prend un peu de recul, je pense qu'on est véritablement en train de cracher dans la soupe. Nous avons un vaccin qui est, à mon sens, mais l'histoire le dira, ni plus ni moins que la plus grande découverte depuis la pénicilline. Je pense que ces perspectives de vaccination avec un bout d'ARN, pour rappel, on vous injecte un petit bout d'ARN qui va produire une protéine et cet ARN va produire ce que vous voulez. Par ingénierie, vous allez décider de produire n'importe quelle protéine. C'est des perspectives pour toute une série de maladies orphelines, à mon sens, qui est totalement démentielle. Totalement. Et l'histoire rigolera, je pense, des gens qui ont eu peur de ça. Mais c'est un réflexe naturel. Moi-même, en décembre l'année passée, j'étais un peu sceptique sur la vaccination ARN messager. Vraiment. Ça fait un peu peur de l'ARN. Pour rappel, ce n'est pas de l'ADN. C'est une nouvelle technologie, on ne comprend pas très bien comment ça fonctionne, on n'a pas ces effets secondaires à long terme. Se renseigner nous permet de dire que c'est vraiment incroyable. Moment efficace et sécure. Par contre, il faut bien savoir que cet ARN messager, il est détruit quasiment instantanément. Donc nous sommes baignés d'ARNases qui détruisent l'ARN. D'ailleurs, je pense que le pari de Pfizer, c'était de trouver un enrobage qui permettait que l'ARN ne soit pas détruit trop rapidement. Et c'est grâce à ça que ça fonctionne, mais il est quand même détruit, donc on ne va pas avoir de l'ARN qui traîne dans nos cellules et qui va donner toute une série de choses. J'en profite pour rebondir sur une chose qui est très rigolote, c'est que le vaccin pourrait donner de l'infertilité, un peu comme si on vaccinait dans un testicule ou dans un ovaire. On vaccine dans un muscle.
Alors, moi, je n'ai pas de réponse scientifique, mais scientifique dans le sens comme pourrait la donner en scientifique du point de vue médical. Mais je pense qu'il y a moyen, du point de vue, de mon point de vue, de comprendre pourquoi, et même de dire que le fait qu'il existe ces différentes opinions est quelque chose de, entre guillemets, j'exagère, mais de merveilleux, qui montre notre capacité, la capacité de notre esprit à interpréter les faits. Et je pense que nos connaissances et nos discernements sont les résultats de cette interprétation. Donc, d'un côté, il y a les données, et de l'autre côté, il y a l'interprétation. Et quand je dis ça, j'invente rien de neuf. Donc, si on lit la métaphysique d'Aristote, on voit déjà que les Grecs avaient compris que nous fonctionnons ainsi, à savoir qu'il existe des interprétations des faits sur lesquelles nous nous basons pour donner d'autres interprétations, et puis il existe des faits. Et c'est de la rencontre entre ces deux éléments que vient notre connaissance et la capacité d'avancer vers la vérité. Alors le problème vient lorsque ces deux pôles ne s'organisent et ne s'harmonisent pas bien, ou nous manquons peut-être de ce qu'on appelle l'esprit critique, et que nous allons chercher peut-être des interprétations toutes dans les mêmes paniers, d'où l'intérêt de débattre, par exemple, de nous éclairer les uns les autres, d'où l'intérêt d'un lieu comme l'université qui est ces lieux d'éclairage mutuel, d'avancement du savoir en si. Donc je pense que c'est pour ça que je disais que je crois que le débat est quand même malgré tout utile. C'est vrai que ça ralentit certains processus, mais en même temps, ça permet de devenir plus conscient des choix que nous posons, et donc plus conscient des refus aussi que nous posons, plus conscient des limites de notre liberté, plus conscient. Et je crois que l'existence d'opinions différentes et même d'erreurs prouve que notre cerveau et notre capacité de compréhension du réel est vraiment très grande. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ces différentes interprétations. Mais alors, il faut chaque fois revenir aux faits et aux interprétations et avancer et donc les mettre en perspective pour s'effrayer un chemin vers ce que je pense exister, à savoir vers quelque chose qui peut être considéré comme étant vrai, peut-être vrai temporairement, à remettre en question demain, mais vrai pour aujourd'hui. Et voilà, ça c'est ma réponse. Moi, je rajouterais deux notions qui sont personnelles, qui est maladie psychiatrique et ego surdimensionné. Je pense que ça doit faire partie de la solution. Alors, les 12-18 ans, c'est un sujet très touchy, très clairement. Et en préambule, je vais dire deux choses. Mes grands-enfants sont vaccinés. Et je ne voudrais pas qu'on vaccine les 12-18 ans parce que des adultes ne se sont pas fait vacciner. Pour répondre précisément à la question, la balance risque-bénéfice de la vaccination chez les jeunes, elle est relativement faible. On ne va pas se cacher. Quels sont les avantages ? D'abord, on a dit, les 12-18, ils ne risquent pas grand-chose avec le virus. Certains pédiatres s'insurgent en disant « Attention, on ne sait pas quand même plus tard les effets secondaires à long terme. » Ok, j'entends, mais c'est le même argument que les antivax disent « On ne sait pas ce que va donner plus tard la vaccination. » 2, ils protègent leur entourage et s'ils vivent au contact de grands-parents affaiblis, de parents chimio par exemple, il y a un intérêt. 3, ils participent à l'immunité collective très clairement. Ce sont quand même des gens qui ont des hauts niveaux de relations sociales. Et ça participe. Je ne veux pas qu'on les stigmatise pour autant. Et dernier point, le plus important, la vaccination des 12-18, c'est pour leur liberté. Je pense que c'est une population comme les étudiants qui ont été excessivement impactés, école, écran. Et pour ma grande ado, par exemple, je suis étonné comme elle a peu envie de revoir des gens. Donc ça va modifier, je pense, le mécanisme de construction de ces adolescents qui ont eu un ordinateur pendant un an devant eux et eux, ils n'ont pas besoin de beaucoup de relations. Et donc,
leur permettre de reprendre leur place comme humains, fait de relations sociales, fait d'activités extrascolaires. Je pense que c'est la plus grande chose qu'ils peuvent attendre de la vaccination, très clairement. Mais c'est touchy comme système. Voilà, je peux vous dire, donne un exemple simple, une école ici du centre-ville secondaire encourage les étudiants à venir se faire vacciner la semaine prochaine sur l'Arsenal. Le directeur se ramasse des tomates pourries à la figure, rien qu'en proposant la vaccination pendant les heures de cours. Donc on est quand même dans quelque chose qui est hautement sensible. Alors, je vous remercie pour l'intervention. Je crois que dans l'urgence et au départ, je pense que les décisions qui ont été prises étaient les seules. Enfin, je me retourne aussi encore une fois vers mon collègue, mais possible maintenant, c'est dans la durée que peut-être les problèmes se posent. Alors, pour être clair, je ne suis pas contre l'obligation. Personnellement, j'ai toujours été respectueuse des gestes barrières. Alors, je crois que ça a limité ma liberté, mais j'ai senti que je pouvais rebondir par rapport à cette situation. Je crois que ce qui a manqué, il me semble, et ce qui est discuté, enfin, je pense à ma collègue Élise de Grave qui est intervenue dans un midi de la vaccination et qui l'a dit haut et fort, le problème, c'est le manque de cadre légal. Évidemment, en tant que juriste, elle peut le dire. Et c'est justement ce cadre légal qui est le but, enfin, qui est le travail du Parlement. Et donc, il ne faudrait pas qu'on continue à avancer sans tenir compte de ce cadre légal et qu'on escamote cette discussion qu'on peut avoir au Parlement. Donc, je pense que c'est là que les bas blessent pour l'obligation vaccinale. Et donc, à nouveau, on essaye de passer outre en imposant un pass sanitaire qui est imposé, mais sans que ces débats de fond puissent avoir lieu. Donc, c'est aussi une obligation, mais une obligation qui n'a pas été, disons comme ça, discutée. Alors, c'est pas que je suis contre le fait d'obliger dans des situations où cela s'impose parce qu'il n'y a pas l'essence morale de la population, disons ainsi, mais je pense qu'il est important de rappeler que nous devons tenir compte de ce cadre de discussion, de ce cadre démocratique dans lequel nous devons continuer à évoluer. Autrement, nous rentrerons dans une ère de régimes totalitaires ou autoritaires qui vont faire que finalement les gens, les jeunes, on le voit déjà, que les gens vont se plier et qu'ils ne vont plus oser espérer autre chose que ce qu'on leur demande de faire. Et ça serait dommage. C'est pour ça que l'université est un lieu de veille et la jeunesse aussi.